Bonjour, bienvenue sur Mediapart pour parler aujourd'hui du livre de Guillaume Ancel, Vent glacial sur Sarajevo. C'est le témoignage d'un capitaine d'artillerie durant les 6 premiers mois de 1995, au moment du siège de Sarajevo, qui raconte sa vision du terrain, de ce qui se passe à ce moment-là durant ce qu'on appelait la guerre en Yougoslavie. Donc Guillaume Ancel, bonjour. Bonjour. Donc Guillaume Ancel, à l'époque, vous étiez capitaine d'artillerie. On vous a déjà connu en tant qu'auteur d'ouvrage. Vous avez écrit il y a, je crois maintenant 2 ans, un livre sur le Rwanda où vous racontez votre expérience également de capitaine au Rwanda. C'était un livre qui, à l'époque, avait un peu jeté un pavé dans la mare puisque vous expliquiez que la mission pour laquelle vous aviez été envoyé ne correspondait pas exactement à la mission qu'on avait bien voulu faire part à l'époque. Là, c'est un témoignage complètement différent. C'est une forme de journal de bord où vous racontez ces 6 mois à Sarajevo, dont en partie à la fin, autour du mois de juin, un vrai siège de Sarajevo où vous êtes avec l'armée française sur l'aéroport de Sarajevo qui, je le rappelle un peu, était l'unique point de passage pour permettre d'acheminer des vivres et du ravitaillement aux Bosniaques qui étaient dans la centre de la ville. Et vous faisiez tout ça dans le cadre d'une mission de l'ONU, donc à l'époque la FORPRONU. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire ce livre plus de 20 ans après? En fait, Vent glacial sur Sarajevo, c'est un témoignage personnel sur le siège de Sarajevo qui m'a marqué et que je voulais publier. En 1995, quand je suis intervenu dans cette mission d'interposition de l'ONU, j'étais donc capitaine d'artillerie dans la force d'action rapide et je dirigeais une équipe qui était en charge de guider les frappes aériennes sur le terrain pour mettre hors d'état de nuire ces canons serbes qui tiraient au quotidien sur la ville, depuis 3 ans déjà, parce que le siège de Sarajevo était le plus long siège d'une capitale dans l'époque contemporaine. Nous étions donc détachés dans un bataillon de la Légion étrangère, basé sur l'aéroport de Sarajevo. Vent glacial, parce que c'est ce que j'ai ressenti quand nous avons compris que la mission que nous devions mener n'était pas celle à laquelle nous étions préparés, et que nous étions pris au piège. Voilà. Donc c'est un témoignage de la manière dont s'est réellement déroulée cette opération. Et j'ai pris le temps de raconter mes compagnons d'armes, ces soldats professionnels, leur courage, de raconter aussi ces situations inextricables et de raconter cette capitale assiégée que nous n'avons pas su protéger. Ce livre n'est pas une leçon d'histoire. Je n'explique pas le conflit yougoslave, je suis incapable de dire quelle était la stratégie politico-militaire de la France. Mais ce que je voulais, c'était rapporter des faits réels qui sont souvent totalement irrationnels pour pouvoir faire débat, justement. Et ce livre n'est pas non plus une mise en cause de mes compagnons d'armes, dont j'ai admiré le professionnalisme. C'est plutôt un questionnement sur les décisions politiques qui ont été prises à l'époque et surtout sur le système de contrôle démocratique envers des interventions militaires qui sont faites au nom de la France, mais dont, à mon avis, on ne connaît toujours pas la réalité des décisions qui ont été prises. Et puis enfin, ce livre n'est pas la vérité. Vous me l'avez tout de suite fait noter. C'est un témoignage très partiel, subjectif, mais c'est une part de la réalité. Et ce que je souhaite, c'est qu'il montre le décalage qu'il y a entre la version officielle, qui est une fable, et la réalité de cette opération. Ce livre est surtout destiné aux gens qui veulent se faire leur propre opinion sur le sujet. Voilà. Je voudrais remercier d'ailleurs au passage les éditions des Belles Lettres, dont la collection Mémoire de guerre publie des témoignages que je qualifierais d'indispensables à l'intelligence collective, et Stéphane Audouin-Rousseau, grand historien des conflits armés, parce que c'est lui qui m'a convaincu de publier ce récit sous cette forme-là, c'est-à-dire d'un témoignage modeste et factuel. On va revenir un peu après sur l'aspect politique, en tout cas l'aspect de la manière dont les décisions politiques et militaires donc, ont été prises. Mais tout d'abord, ce qui est frappant, c'est qu'en fait, c'est un carnet de bord. Donc vous vous racontez, vous venez d'être formé à une nouvelle technique un peu qui est le guidage des avions, le guidage de précision, le guidage laser. C'est assez nouveau. Donc vous arrivez à Sarajevo, vous êtes excité aussi de mettre en pratique ce que vous avez appris, ces nouvelles technologies. Vous arrivez, il y a un siège, vous êtes au courant du contexte et en gros, vous arrivez pour faire votre tâche de militaire et
quand c'est les Anglais qui disent souvent ça, to make a difference, faire la différence, voilà, sur le terrain en tant que soldat. Et très vite, ce qu'on constate, c'est qu'au bout de quelques entrées dans votre journal de bord, il y a d'emblée une forme d'impuissance et tout de suite, vous comprenez finalement ce qui va se dérouler durant les 6 mois de votre séjour sur place. C'est qu'en gros, ça va être déception après déception et impuissance sur l'impuissance. Oui, alors, un yacht après. En fait, quand j'arrive, je suis déjà considéré comme quelqu'un d'assez expérimenté sur le sujet. Dans l'armée, les carrières commencent tôt. Donc moi, j'ai commencé en 1985. Donc ça fait déjà 10 ans que je suis dans l'armée et j'ai passé 6 ans d'unité opérationnelle. Cette formation, je l'ai reçue 3 ans avant. C'est une formation qui est très longue. C'est une des formations les plus longues et chères, en fait, dans les armées, puisqu'il faut apprendre à guider les frappes aériennes et comment on s'entraîne avec des avions de chasse. On imagine ce que ça représente derrière en termes d'entraînement. Il faut pratiquement 1 an pour s'entraîner, pour être qualifié. Et ensuite, il faut pratiquer régulièrement. Ce qui est très compliqué, qu'on n'aime pas tellement raconter, c'est qu'en fait, quand on est sur un terrain un peu complexe, typiquement là, mais c'était le cas aussi au Rwanda ou ailleurs, on ne peut pas utiliser des frappes aériennes en laissant les pilotes chercher tout seuls leur cible. Ils vont tellement vite et ils doivent s'exposer tellement peu de temps qu'il faut qu'il y ait une équipe qui soit très très proche de la cible, donc qui se met dans un terrain que je qualifierais d'aventureux et qui les aide à trouver la cible, et c'est eux qui les autorisent ou pas à frapper. Donc cette équipe, elle est sur le terrain, proche de la cible, souvent en dehors des zones qu'on contrôle, et il faut qu'elle ait des réflexes extrêmement rapides, parce que là où un pilote va rester entre 20 et 60 secondes au-dessus de la zone de l'objectif, là l'équipe elle va devoir repartir, et donc elle va mettre plutôt plusieurs heures pour venir et pour repartir. Donc elle se met dans une situation que je qualifierais de sensible. Voilà. Donc ça fait déjà 3 ans que je suis entraîné, j'ai déjà j'ai déjà conduit des missions assez compliquées au Cambodge, où j'ai été négociateur chez les Khmers rouges et chef de patrouille en jungle en 92. Et je reviens du Rwanda, où j'étais avec une unité de Légion étrangère pour le même métier de guidage. Donc quand j'arrive à Sarajevo, pour moi, c'est plutôt une forme de consécration. C'est ce qui explique l'excitation que j'explique dans le livre, c'est que c'est considéré comme une des missions les plus difficiles. Et ça veut dire qu'on estime que mon équipe est au top. C'est vraiment, d'ailleurs à l'époque, il y a la plus extraordinaire armada d'avions de guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 450 avions de combat, c'est plus que pendant la guerre du Golfe. Oui, vous travaillez avec les Américains, les Britanniques et les Français. L'OTAN fournit la force aérienne, mais c'est l'ONU qui dirige l'opération, qui est censée diriger l'opération. Et donc, nous, au sol, il y a peu d'équipes formées, mais en gros, il y a quand même les meilleures unités. D'ailleurs, là, on est intégré dans une unité de la Légion étrangère. Et donc, on sait que la mission va être difficile, mais par professionnalisme, on est content de pouvoir la faire. Voilà. Et en plus, pour une fois, alors que c'est un contexte extrêmement difficile, finalement, on a une mission qui est relativement claire. Ces canons ne cessent de tirer sur la ville. Ils ont tiré au quotidien sur la ville de Sarajevo. Et nous, on est engagés pour tous les canons qui seraient utilisés pour pouvoir les détruire. Voilà. Donc, mon équipe et moi, on est contents de pouvoir le faire. Parce que c'est voilà, une belle opération. Et en plus, on vient avec le sentiment, parce que c'est le mandat de l'ONU, qu'on va protéger cette capitale. C'est très troublant. Sarajevo, ça ressemble à la ville de Grenoble. D'ailleurs, c'est autour de Grenoble qu'on s'entraînait pour les frappes aériennes. Donc voilà, on arrive là, on est au cœur de l'Europe, on est chez nous. Les Bosniaques, les Serbes, les Croates, ce sont des Européens, et c'est extrêmement troublant de se dire, ce conflit est là, à nos portes, on va pouvoir intervenir pour le stopper. Et là, je dirais, la situation sur le terrain, elle est complexe, mais les agresseurs dans le siège, ce sont les Serbes. Et par ailleurs, vous arrivez, il y a déjà une liste de 94 positions d'artillerie adverse. Absolument. Au bout de quelques jours, vous en retrouvez une 95e, mais il y a déjà une liste Tout à fait. très longue de cibles potentielles. On connaît bien la situation sur le terrain. Ça fait déjà 3 ans pratiquement qu'on intervient. Donc on a le targeting, la liste des cibles. On a des très bonnes équipes de recherche. Et donc, je ne dis pas que ça se déroule de manière normale, mais on sait exactement ce qu'on va faire. Et ce qui est incroyable, et moi j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter et à le comprendre, c'est qu'en fait, ce n'est pas ça qu'on attend de nous. C'est surtout pas de neutraliser les canons serbes. En réalité, ce qui va se passer pendant cette opération, et j'envoie les lecteurs sur le livre, c'est qu'en aucun cas il faut s'en prendre aux Serbes. Voilà. Et que cette mission de l'ONU, qu'on croit avoir un mandat international, en réalité, elle est complètement pilotée pour Sarajevo par des Français. Et ce sont les Français qui prennent les décisions. Et leurs décisions
je n'ai pas eu accès au haut du système de décision politico-militaire, mais ce qui est clair sur le terrain, c'est qu'on n'a pas le droit de s'en prendre aux Serbes. Intervenir dans une mission d'interposition sans pouvoir s'en prendre aux agresseurs, c'est ce qui va conduire à un moment complètement délirant à nous donner l'ordre de riposter sans tirer. Voilà. Juste pour vous donner une idée de la manière dont on a pu marcher sur la tête pendant cette opération, parce qu'on est venu pour une opération compliquée mais relativement claire, et en fait on va faire quasiment le contraire. Et alors ça, c'est la spécificité, vous l'avez abordé tout de suite, c'est que c'est une mission de l'ONU. On a l'habitude des missions de l'ONU qui sont des contingents amenés des quatre coins du monde, gérés en partie par le secrétariat général des Nations Unies, en relation avec les différentes armées, etc. Donc c'est souvent une vraie tour de Babel. Sauf que là, il y a une grande spécificité, c'est que quasiment l'intégralité de la chaîne de commande, ce sont des Français, des généraux français et toute la hiérarchie militaire en dessous. Donc on peut penser que la cacophonie habituelle, les missions différentes, les nations qui se tirent entre les pattes, qui veulent intervenir, veulent pas intervenir, là ne devrait pas exister théoriquement. Et pourtant, cette impuissance. Et pourtant, ils vont appliquer une politique, c'est pas eux qui en décident, c'est normal, c'est pas aux officiers généraux français de décider de notre politique d'intervention, mais ils vont pratiquer, ils vont mettre en œuvre une politique donc, qui pour moi a été décidée au plus haut niveau de l'État, même si elle n'a jamais été expliquée, qui va consister à empêcher qu'on s'en prenne aux agresseurs. Sous camouflage de l'ONU. Parce que finalement, la version officielle qu'on a servie aux Français depuis 22 ans, c'est que cette mission n'a pas fonctionné parce que l'ONU, c'est le bordel, ça ne peut pas prendre de décision, donc si ça n'a pas marché, c'est parce que c'est l'ONU qui n'arrivait pas à la piloter. La réalité, c'est que ce sont des Français qui l'a commandée, et ce sont eux qui ont pris la décision de ne jamais s'en prendre aux agresseurs, c'est-à-dire d'empêcher la mission d'interposition. J'en suis même venu à un moment assez terrifiant, à me demander si on n'avait pas prolongé la souffrance des Sarajeviens. Si au fond, si on n'était pas intervenu, si le conflit n'aurait pas été en tout cas moins long et peut-être même moins violent. Voilà. Là, au total, le siège de Sarajevo a duré plus de 4 ans. Il a fait des milliers de morts, des blessés, je ne les compte pas. Et surtout, il faut imaginer la détresse de cette population qui, pendant 4 ans, a été agressée avec le sentiment qu'on les maintenait finalement sous cette situation-là. Voilà. Je pense que si c'était pour faire ça, on aurait mieux fait de s'abstenir. Est-ce qu'il y avait une forme de complicité de la France, aussi bien de ses dirigeants politiques que de ses hauts responsables militaires, avec les Serbes? En fait, je ne sais pas répondre à cette question, parce que moi, j'ai essayé de m'y astreindre en écrivant ce témoignage. Je raconte ce que j'ai vu, ce qui s'est passé en réalité. Voilà. Je sais très bien que c'est un témoignage parfaitement partiel et limité et subjectif, mais ce que j'ai fait traduit une politique qui n'est pas celle qu'on a affichée aux Français. Et ce qui me gêne beaucoup, c'est que j'ai vraiment eu le sentiment qu'on menait une politique qu'on n'osait même pas justifier aux Français. Et du coup, pour moi, ça me pose une question, cette question fondamentale sur le contrôle démocratique. On est dans un pays qui donne des leçons au monde entier, en politique, mais est-ce qu'on est capable, nous, d'avoir une vision claire sur ce qui se passe pendant les opérations d'intervention? Des opérations d'intervention qui sont menées en notre nom, au nom de la France. Mais à quel moment on est réellement capable de demander à nos décideurs politiques ce qu'ils ont fait et pourquoi? Alors, je ne parle pas pendant le temps de l'opération. Pendant le temps de l'opération, il est évident qu'il y a une stricte confidentialité pour ne pas compromettre les opérations. Mais quand les opérations sont passées, à quel moment est-ce qu'on a ce débat avec nos élus sur qu'est-ce que vous avez fait et pourquoi? À quel moment on leur a demandé la politique qu'ils ont réellement appliquée en Yougoslavie? En tout cas, moi, je ne la connais pas. Et ce qui est très surprenant dans votre témoignage également, c'est que vous dites très bien, il y a des décisions politiques qui sont prises à haut niveau, qui sont prises au niveau politique. Après, il y a des décisions qui sont prises au niveau des généraux qui sont impliqués dans la FORPRONU, qui ont à discuter avec le secrétaire général. Il y avait des négociations à l'époque entre Serbes, Bosniaques, Croates. Mais néanmoins, vous, en tant que soldat, à votre niveau de capitaine, mais aussi également des niveaux plus élevés, il y a des règles d'engagement. Oui. Par exemple, vous, à votre niveau de capitaine, vous racontez un moment où vous vous faites tirer dessus, les règles d'engagement sont claires, vous pouvez répliquer, et néanmoins, on vous admonesse en disant « mais pourquoi vous avez tiré ?»
Mais ça va, y compris jusqu'à un certain nombre de généraux qui étaient lors du siège de Sarajevo, où ils ont des soldats qui se font sniper, il y a des morts français, qui se font tirer dessus clairement depuis les lignes serbes. Il y a un poste de la Légion qui est capturé, il y a des légionnaires qui sont désarmés, et néanmoins, alors que les règles d'engagement sont claires, ont été définies par tous, il n'y a pas de respect de ces règles d'engagement, ce qui fait qu'il y a une forme de lâcheté. C'est-à-dire que, est-ce que ces hauts généraux avaient intériorisé une politique au-dessus d'eux qui leur disait « n'intervenez pas, c'est déjà sûrement compliqué, il ne faut pas faire de mal aux Serbes ». Voilà. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Je vais vous donner mon sentiment, parce que j'en ai absolument pas la preuve. Si ce n'est que j'essaye d'être un observateur comment dire, pertinent de ce qui se passe. C'est que ces officiers généraux, ces officiers ne nous auraient jamais donné ces ordres s'ils ne suivaient pas une politique cohérente. Car au fond, tout ce qu'ils nous ont demandé est très, très cohérent. Totalement incohérent avec ce pourquoi on croyait être venu, mais très cohérent avec une chose. C'est qu'en aucun cas, il ne fallait s'en prendre aux Serbes. Donc pour moi, c'était une politique. À quel niveau elle a été établie et jusqu'où, c'est très difficile de le dire. Mais c'était consternant. Voilà. C'était consternant de penser qu'on ait pu, à ce point, préserver un agresseur dans un conflit pour lequel, je le rappelle, on intervenait sous un mandat humanitaire de l'ONU. Il y a quelque chose d'aussi assez intéressant, enfin, du moins de mon point de vue de journaliste. Souvent, on accuse les journalistes de faire de la désinformation, de ne pas bien comprendre ce qui se passe, etc. Et là, c'est presque l'inverse dans votre ouvrage. C'est une femme, une de vos collègues, qui est porte-parole de la FORPRONU, et c'est elle, que vous connaissez par ailleurs, parce que vous avez été formé avec elle, qui intervient régulièrement pour livrer une version, mais plus qu'aseptisée, quasiment mensongère de la réalité, en ne pointant pas les agresseurs. Ah, mais ça, enfin, pour moi, c'est un sujet crucial sur les affaires de sécurité et de défense. Si on se contente de la version officielle, elle est fabriquée par ceux qui ont pris les décisions. Donc forcément, ils vont vous raconter la manière dont ils auraient aimé que ça se passe, et pas la réalité. Et là, on rentre en plein conflit avec une culture qui est propre à l'armée française, qui n'existe pas dans les pays anglo-saxons. C'est la grande muette, c'est la culture du silence. Voilà. Les armées doivent se taire, et on a un porte-parole officiel qui est entièrement, bien sûr, manipulé par l'État français, et qui fabrique une version qui, en communication, est acceptable pour les Français. On va leur faire prendre des vessies pour des lanternes. On va leur raconter que la situation est très stable à Sarajevo, alors qu'on est en train de se prendre une raclée mémorable. Cette culture du silence, c'est une confusion complète avec l'obligation de réserve et le secret opérationnel, qui sont des contraintes professionnelles, mais qui sont au moment où l'opération se passe. Quand l'opération est terminée, c'est inacceptable qu'on ne raconte pas la réalité, parce que ça veut dire que les Français ne savent pas quelles sont les opérations qui ont été menées en leur nom. Donc, il n'y a pas d'intelligence collective dessus, on ne peut pas en débattre, on ne peut pas évoluer. Au passage, on ne peut pas progresser, puisqu'on est capable de refaire à l'infini des engagements qui, à mon avis, sont complètement déplacés et inopportuns, mais ce n'est pas grave, puisque de toute façon, on n'a jamais de compte à rendre sur le sujet. Et ce qui me semble beaucoup plus grave, c'est que ça veut dire que, grâce à cette politique du silence, à cette culture du silence, les décideurs politiques de l'époque se dispensent de donner la moindre explication sur ce qu'ils ont fait. Donc, s'ils se sont trompés, c'est pas grave, puisque de toute façon, les autres vont se taire. Et je pense que tant qu'on n'en aura pas fini avec cette culture du silence, encore une fois, sans faire la confusion avec le secret opérationnel, on prend le risque, en France, de ne pas savoir quelles sont les opérations militaires qui ont été menées en notre nom. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. C'est pour ça que j'ai voulu écrire sur Sarajevo. C'est pour ça que je réécrirai sur le Rwanda pour raconter encore une fois la réalité, un bout de l'opération, mais juste pour obliger ce débat autour de qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai qu'une seule pièce du puzzle. La mienne est très réaliste. Elle ne s'insère pas actuellement dans le puzzle complet. Et j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi. Encore une fois, je ne sais pas expliquer la situation en Bosnie-Herzégovine. Ce que je sais, c'est que ma pièce ne rentre pas dans le puzzle qu'on nous présente. Donc, ce n'est pas le bon. Alors, il est où le bon ? Comment vous expliquez que des généraux qui étaient en poste à l'époque, qui aujourd'hui sont à la retraite, ne craignent plus rien, n'écrivent pas cette histoire militaire de leur point de vue? Parce que j'imagine que de leur point de vue aussi, ce ne sont pas des gens qui ont été constamment manipulés, qui n'ont rien compris. Eux aussi, ils doivent avoir le sentiment que la pièce de leur puzzle ne s'insère pas véritablement dans ce qui s'est passé. Ils ont une vision différente de la vôtre, mais
ils doivent aussi se poser ces questionnements. Pourquoi est-ce qu'ils n'écrivent pas cette histoire militaire, en quelque sorte, des couleuvres qu'ils ont dû avaler? C'est une question difficile. Je dirais qu'elle tient à cette culture du silence. Donc la plupart n'écrivent pas. Ou quand ils écrivent, c'est le cas en France, la plupart des anciens militaires qui écrivent en France, surtout s'ils ont eu des postes de haute responsabilité, en fait, ils racontent une version qui est politiquement correcte. Et en gros, ils justifient à chaque bas de page. C'est-à-dire qu'encore une fois, ils racontent la manière dont ils auraient aimé que ça se passe, et surtout pas la réalité. Au fond, il faut les comprendre. Pendant 20 ans, ils ont dû assumer cette fable autour de l'intervention à Sarajevo. Comment voulez-vous, à la 21e ou la 22e année, pouvoir dire en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Maintenant, je vais vous raconter autre chose. C'est juste pas possible pour eux. Ce qui est terrifiant, c'est que si on les laisse s'enfermer dans cette version officielle finit par devenir la réalité. Finalement, comme il n'y a aucune contradiction, c'est ça l'histoire. Si nous, on souhaite que l'histoire ne soit que ça, c'est-à-dire la version qui arrange nos décideurs politiques, je pense qu'il faut qu'on se pose des questions sur l'essence même de notre démocratie. Si on souhaite que ça change, il faut autoriser, et on ne peut autoriser que par l'exemple, des militaires, quand les opérations sont terminées, à raconter encore une fois la manière dont ça s'est passé, pas la manière dont ils auraient aimé que ça se passe. Moi, ça m'a beaucoup coûté de raconter ça, parce que ça aurait été beaucoup plus facile pour moi, sans doute moins intéressant, mais beaucoup plus facile, de dire que j'avais été un héros, que ça s'était hyper bien passé, qu'on était fortiche, qu'on était tellement pro que rien ne pouvait nous arriver. Voilà, j'ai fait ce choix, guidé par Stéphane Audouin-Rousseau, de raconter la manière dont les choses se sont passées sur le terrain, concrètement, jour après jour, juste pour permettre au lecteur de se faire sa propre opinion. Voilà. Peut-être que le point essentiel pour moi, contrairement à la communication officielle, c'est d'arrêter de raconter aux Français ce qu'ils doivent penser d'un événement, c'est de leur donner les faits suffisants, et je pense que c'est un travail que fait très bien Mediapart, pour qu'ils jugent par eux-mêmes. Et à mon avis, ils sont assez mûrs pour le faire. Pourquoi vous avez choisi de changer les noms de toute la hiérarchie militaire jusqu'à un célèbre philosophe qui vient à Sarajevo filmer des fausses images de combat sous le pseudonyme de Bernard Michel? Je l'ai fait par respect pour les personnes, parce que ce sont toutes des personnes encore vivantes, et le but de mon livre n'était pas de les dénoncer. Donc je n'ai pas souhaité les mettre en cause personnellement, je pense qu'eux ils se reconnaîtront sans difficulté, mais en même temps je voulais raconter la réalité. Voilà. Donc je ne souhaite pas donner leur nom réel. Encore une fois, je pense que pour quelqu'un qui connaît la période, pas beaucoup de difficultés à comprendre qui ça peut être, mais l'objet de ce livre n'est surtout pas de mettre en cause les personnes, c'est de mettre en cause un système de décision qui, à mon avis, ne convient pas à notre démocratie. Et surtout, un système d'une opacité totale qui produit une communication qui n'a rien à voir avec l'emballage. Voilà. Peut-être revenir à la réalité de ce qui s'est passé et puis avoir le courage d'affronter cette réalité. Une des dernières entrées dans votre journal, avant que vous repartiez à la fin de votre mission sur la France, vous rentrez dans une salle d'opération, une salle de commande, où il y a des images satellites qui surveillent ce qui se passe à Srebrenica. Et des images arrivent toutes les 2 heures et on voit clairement sur ces images des gens qui sont passés au peloton d'exécution puis qui finissent dans des fosses communes. Et vous en restez là parce que c'est tout ce que vous avez vu, vous ne cherchez pas, vous n'avez pas été à Srebrenica vous-même, vous racontez juste ça. Et en gros, ce que dit votre témoignage, c'est qu'on voyait en temps direct ce qui se passait à Srebrenica et là aussi on n'a rien fait. Oui, encore une fois, le décalage avec la version officielle, moi je me souviens très bien qu'à l'époque, les gouvernants impliqués dans l'affaire disaient « mais on n'a pas su ce qui s'était passé à Sarajevo, sinon Srebrenica, sinon vous imaginez bien qu'on aurait réagi ». Moi, ce que j'ai vu, ce n'est pas des photos par satellite, c'était des photos d'avions de reconnaissance, mais c'est exactement la même chose. À 2 heures de décalage, on suivait le film animé de tout ce qui se passait à Srebrenica. Et surtout, ce qui m'a troublé, c'est que les Serbes ne s'en cachaient même pas. Comme s'ils voulaient nous montrer, en exécutant la population civile devant nous, qu'ils avaient notre blanc-seing. Voilà. J'ai trouvé ça d'autant plus troublant que je rentrais du Rwanda, où j'étais avec une unité de Légion étrangère pour une mission pour la moi ambiguë, et que, encore une fois, on avait le sentiment que des gens, des criminels, pouvaient se conduire en toute impunité devant nous. Et d'être un témoin passif de ce genre de crime, alors que nous avions les moyens d'intervenir, les moyens d'une puissance colossale, c'est très difficile à supporter.
Votre livre m'a fait penser à une phrase que la secrétaire d'État Madeleine Albright avait un jour renvoyée au secrétaire à la Défense Colin Powell, alors qu'ils étaient tous les deux dans le gouvernement de Bill Clinton à la fin des années 90, justement à propos de la Bosnie, où elle avait dit à Colin Powell, mais à quoi ça sert d'avoir cette superbe armée dont vous parlez sans arrêt, si ce n'est pour ne pas l'utiliser? Et en quelque sorte, c'est ce qu'on voit au travers de votre témoignage, c'est que ben voilà, on a formé un capitaine d'artillerie pendant 3 ans à guider des avions. Il y a des missions sans arrêt, et il y a une forme de suspense dans votre ouvrage, qu'à chaque fois, il y a un avion qui part, qui décolle d'un porte-avions ou d'une base éloignée du théâtre des opérations, qui arrive, vous guidez, vous pouvez préparer le terrain, la bombe va être larguée, la position d'artillerie va être illuminée, et vous recevez un ordre sur votre radio qui vous dit on arrête la mission et les avions rentrent sur leur terrain ou sur leur porte-avions et vous remplissez le pactage et vous rentrez. Et c'est ça, jour après jour quasiment. Pour un militaire, ça doit être extrêmement frustrant. Le fait qu'on forme en France des unités militaires particulièrement professionnelles, très, très experts, moi je pense que c'est une garantie absolument essentiel, surtout dans la situation actuelle, mais au fond, on a toujours eu des situations compliquées. Le fait que le pouvoir politique, à un moment, décide de ne pas l'utiliser, c'est son choix, et c'est à elle d'en décider. Mais le fait qu'on fasse semblant de l'utiliser, ça, à mon avis, est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'on nous a envoyés dans cette opération pour une mission qui, encore une fois, était relativement simple, c'était d'empêcher les canons serbes de tirer sur la ville, de martyriser la ville, et on nous a empêchés de le faire. Ma question, c'est pourquoi? À ce moment-là, il ne fallait pas le faire. Pourquoi? Mais parce que cette politique était quelque part inavouable. Parce que, à mon avis, c'était beaucoup trop difficile de dire aux Français « Ah, vous savez, d'un côté, on a accepté un mandat de l'ONU et on va s'interposer dans une ville, mais de l'autre, on estime que les Serbes, pour des raisons que j'ignore, il ne faut absolument pas s'en prendre à eux, donc on va tout faire pour les préserver. » On s'est mis dans une situation de totale incohérence. Après que les décideurs politiques, en tout cas les décideurs qui ont pris des décisions politiques, parce que je ne sais même pas qui a pris ces décisions, de l'époque n'aient aucune envie de se justifier sur cette période, je le comprends, parce que ce ne sera pas un exercice facile. Mais ce n'est pas à eux de décider d'esquiver ce genre de débat. C'est à nous de les obliger à l'avoir. Et ça tombe bien, pour la plupart, ils sont encore vivants. Donc profitons-en, évitons d'attendre, comme pour la guerre d'Algérie, que tout le monde soit mort pour avoir un débat sain sur le sujet. Peut-être que pour une fois, on pourrait commencer à se questionner sur c'est quoi les interventions au nom de la France. Et ça tombe bien parce qu'il y en a en permanence. Une dernière question, vous êtes retourné à Sarajevo depuis? Jamais. Je pense que j'y arriverai pas. J'ai été invité au Rwanda, je n'y retournerai pas. C'est très difficile de revenir sur un lieu où vous avez dû vous battre. Parce que, voilà, c'est trop difficile. Ouais. J'en profite pour dire que dans ce livre, bon, bien sûr, il y a un enjeu politique pour moi qui est autour du système de décision. Il y a un enjeu d'intelligence collective, c'est-à-dire que moi j'ai besoin que les gens sachent, et moi le premier d'ailleurs, ce qui s'est passé pour comprendre, puis pour éviter de faire des erreurs, mais vous savez, il y a aussi un enjeu personnel. Ce sont des fantômes que j'ai essayé d'enterrer le plus profond possible, et je n'y suis jamais arrivé. Alors j'ai préféré les écrire, les partager, et peut-être pour les oublier. Merci Guillaume Ancel pour ce témoignage, et merci à vous de nous avoir suivis sur Mediapart.